Donc, merci aux organisateurs. C'est vraiment le fun. On apprend beaucoup depuis, je vous dirais, depuis hier. Donc, je remercie tous les organisateurs, les organisatrices qui ont travaillé fort pour faire un beau rendez-vous biomasse. Puis, je vous dirais que ça fait du bien. Après 1 an et demi, on est resté à la maison à cause du COVID, puis se rérencontrer, pouvoir échanger. Merci de nous avoir donné cette occasion-là. On l'apprécie beaucoup. Donc, je vais parler un petit peu d'histoire, qui nous sommes. Boissaco date de 1985, mais au départ, il y a eu une construction d'une scierie en 1975. Non, ça s'appelait Samoco à l'époque. Mais ce matin, je vais vous raconter une petite histoire, un scoop. C'est que les gens, les plus vieux, parce que moi, j'étais trop jeune à l'époque, les gens m'ont raconté qu'en principe, ce n'est pas une scierie qu'on devait avoir à Sacré-Cœur, c'est une usine de carton. Mais je pense qu'en Gaspésie, à l'époque, les libéraux étaient forts, vous étiez bien représentés. Puis notre projet, qui est un projet d'usine de carton, a été fait à Cabano. Donc, vous connaissez l'histoire, la belle histoire de Cascade. Cette usine-là fonctionne aujourd'hui encore, puis génère la belle économie du côté de Bon-Saint-Laurent-Gaspésie. Donc, ça, c'est bravo. Nous, à l'époque, on a eu un petit peu moins de succès. C'est plus difficile de démarrer Samoco. Faillite, fermeture. Puis à un moment donné, les gens se sont pris en main. Puis un peu ce que Guy Lessard disait hier, les gens se sont adaptés et ont osé et ont acheté les actifs après plusieurs années de fermeture. Donc, l'usine s'appelle maintenant, la compagnie s'appelle maintenant Boissaco. 3 actionnaires à l'époque, 2 coopératives, une coopérative de travailleurs à l'usine, Unisaco, une coopérative de travailleurs en forêt, Cofort, puis une SPEC, autrement dit une compagnie d'actions où les gens de la place ont acheté des actions. Donc, la compagnie appartenait tout simplement aux travailleurs et aux gens de la place. 36 ans plus tard, on voit le même groupe, les mêmes actionnaires, Cofort, Unisaco, Investra. On a créé une SPEC, une compagnie où tous les profits, une partie des profits était remis aux travailleurs, mais aux actionnaires, mais aussi dans un fonds d'investissement. Ce qui a permis de créer plusieurs compagnies. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer. Puis, on a généré un site industriel avec les synergies que la scierie génère les sous-produits au centre. Donc, je vais prendre mon petit pointeur. Oh, excusez-moi. La scierie est au centre ici, puis les autres usines sont greffées autour. La scierie est comme le cœur, donc génère tous les sous-produits, puis les sous-produits sont transformés. À partir de l'usine qui est une usine de panneaux, Sacopin, qui a été créée en 1999, avec un partenariat. Toutes nos entreprises ont un regroupement avec des partenaires qui, habituellement, les partenaires s'occupent de la mise en marché. Nous, on s'occupe de la transformation du produit. Donc, l'usine de Sacopin transforme 45 000 tonnes de copeaux, donc à peu près 45 de notre production de la scierie, et transforme également 30 000 tonnes d'écorce pour alimenter leur centrale thermique de 1200 HP, pour générer l'énergie, pour sécher la fibre, puis aussi générer l'énergie pour la presse, puis chauffer l'usine. C'est la seule entreprise qui fabrique des panneaux de porte au Canada. On est la seule. Et le groupe Masonite International sont actionnaires chez nous, comme partenariat d'affaires pour la mise en marché. Parce que vous savez, puis on le sait, c'est que le marché américain, souvent, les Américains ont toujours de l'intérêt à acheter chez nous, mais il y a toujours, au moment où on est prêt à vendre, il y a du protectionnisme un peu, donc les Américains aiment bien ça, fermer leurs portes puis trouver des moyens de dire oui, on est intéressé, mais à quel prix, comment. Donc, on a fait un beau partenariat avec Masonite, puis c'est une entreprise qui est intéressante au niveau rendement, profit, tout ça, ça fonctionne très, très bien, un beau partenariat. On a aussi notre usine Ribco, qui a été créée en 2000.
2001? 2001, c'est ça. Avec un partenaire aussi, Litière Royale, qui s'occupe eux aussi de la mise en marché, ils sont actionnaires chez nous. Donc, on transforme 100% des planures et on en génère de la litière équestre qui est destinée, je vous dirais, à 99% marché américain. Je vous dirais qu'on a fait un beau projet d'amélioration l'année passée. Donc, on a refait l'usine au complet avec la technologie Premier Tech que vous connaissez bien à Rivière-du-Loup. Donc, c'est une usine qui est complètement automatisée. Donc, vous savez que comme chez vous et comme chez nous, le problème de la main-d'œuvre est je dirais, un problème de plus en plus évident au Québec. Donc, aujourd'hui, on s'assure que chaque projet d'investissement, bien, aussi, on améliore notre efficacité puis on baisse un petit peu la pression sur la main-d'œuvre. Mais en passant, on ne coupe pas de poste, même si on fait des projets de modernisation, on s'assure que les gens qui partent à la retraite, bien, on ne les remplace pas nécessairement parce qu'on a des problèmes à les remplacer à cause du contexte de la main-d'œuvre. On a ici une belle initiative du côté du feuillu. Donc, on transforme aussi le feuillu avec deux usines, dont Bersaco, qui est située à Bergeronne, à 40 km de Sacré-Cœur. On a aussi fait une acquisition l'hiver passé. On a acheté Valibois, qui est du côté de Saint-David-de-Falardeau. Donc, ces deux usines-là transforment le feuillu pour en générer des composantes de palettes. Bergeronne génère un volume de copeaux. Ces copeaux-là sont vendus à l'usine à la papetière de Clermont, un produit forestier résolu pour en faire du papier journal. Mais il y a une partie aussi qui va chez Snap à Matane, un certain volume. Concernant Valibois, 100% des copeaux sont livrés à Elcam Metal. Donc, j'ai appris hier en parlant avec Jean Villeneuve qui est ici, que ça assure dans son procédé d'améliorer la porosité parce que c'est une usine qui génère du silicium. Donc, vous voyez que tous les produits sont utilisés. On a aussi fait l'acquisition en 2017, une participation dans Bois du Fjord parce qu'on voulait intégrer complètement jusqu'à la mise en marché de notre bois d'œuvre pour la scierie. Donc, on a pris une participation dans Bois du Fjord, puis on a aussi la possibilité d'avoir une participation dans une compagnie de transport pour livrer directement chez le client. On est propriétaire de 13 camions. Et aussi, on est actionnaire directement dans une usine de remanufacturation qui est située à Chipcha pour, je dirais qu'on utilise le bas grade pour générer un meilleur produit haut grade. Donc, on s'emmène directement vers le marché du carbone en 2010. C'est qu'on a investi dans une centrale thermique aux écorces. On consommait, je vous dirais, plusieurs millions de litres de butane. Donc, à partir de 2010, on a acheté une centrale thermique de 600 HP. Donc, on utilise maintenant chez nous 20 000 tonnes d'écorce vers notre centrale thermique. Puis, on est moins dépendant du gaz butane. Le butane, on l'utilise à peu près 6 mois par année, seulement dans la période froide de l'hiver. L'été, on utilise 100% la biomasse au niveau des écorces. Donc, le 2/3 du volume d'écorce généré par la scierie est transformé sur notre site industriel. L'autre tiers est dirigé vers Dolbeau pour l'usine de cogénération de 28 MW de produits forestiers résolus. Oui. Donc, les séchoirs bioénergie. Donc, je vais redonner la parole à mon ami Nelson pour la partie granule. Alors, Nelson, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc, on se reporte en 2009. À l'époque, je n'étais pas là, je suis arrivé un peu plus tard en 2017. Dans le fond, Granulco est né d'un partenariat avec la communauté CIPIT, qui est importante près de chez nous. En 2009, c'est qu'au départ, il y avait un projet on voulait valoriser, on avait 20 000 tonnes de sucre à valoriser. Et puis, ça avait pris une tangente de bûche écologique, mais coup de théâtre, Montréal nous annonce que les poêles à bois sont interdits.
Donc, ça nous a donné un coup dans notre premier projet initial, mais on s'est replacé. À cette époque-là, il y avait eu un hiver froid. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer la granule? Ça fait qu'on a misé sur le marché de la granule. Puis c'est un marché en passant qui permet un chauffage résidentiel, mais avec beaucoup moins de poussière. Ça, c'est important. Donc, pour l'instant, c'est un marché de détail. C'est un marché qui est très, très sujet aux fluctuations des températures. On a un marché de granules pour le chauffage, mais aussi on a un marché on vend quelques volumes pour de la litière équestre. On va s'ajuster. Donc, 2009, avec des moyens, disons, des investissements modestes, c'était un mix d'usagé puis de neuf pour rentabiliser tout ça. On a parti ça, une belle aventure. Au fil des années, on s'est amélioré. En 2017, on a profité de l'agrandissement de l'usine pour convoyer nos sous-produits avec des moyens pneumatiques. Ça, ce que ça permet, c'est qu'en même temps, ça aide au bilan GES parce qu'il y a une réduction des GES. On réduit le transport entre les usines par camionnage, mais en même temps, il y a une réduction de la contamination au sol par les sables. Puis en même temps, ce que ça permet de faire, c'est d'entreposer nos matières premières à l'intérieur pour éviter les blocages d'usines avec des blocs de glace, la neige et tout ça. On profite de la synergie des usines. Là, on se met dans la peau de la plus petite entreprise, l'entreprise sœur qui s'appelle Granulco. Il y a un rapport peut-être de 10 à 15 fois moins de revenus, mais c'est une entreprise qui demeure profitable. On profite de la synergie de la main-d'œuvre en raison de la rareté, mais aussi d'une disponibilité d'optimisation pour optimiser nos profits. Ça fait que, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que sur demande, on va passer nos électromécaniciens, on va passer nos mécaniciens, tout ça. Ça fait que ça crée une synergie dans le groupe, puis en même temps, ça rend le tout un peu plus rentable. À travers les années, mot d'eau obligeant, on pense à notre main-d'œuvre, hein, mais on pense aussi à leur bien-être. On a commencé par investir au niveau de l'empilage. Fait qu'on est allé avec Premier Tech, très bonne société au Québec. On est très satisfait pour le volet empilage. Ensuite, rapidement, on a suivi par l'ensaçage. L'idée, c'est que c'était pas de remplacer, mais c'était valoriser les postes de travail qu'on avait à l'époque. Pour le futur, c'est plus une réflexion que je voudrais partager avec vous autres. Ce n'est pas pour l'instant des orientations, mais là, on est rendu là. Actuellement, on produit environ 30 000 tonnes de produits. Ça représente entre 1 million et 1,5 million de sacs au détail, mais dans une volonté de se diversifier parce qu'on est très, très sujet aux fluctuations des températures. C'est qu'on regarde en gros, c'est un peu le menu. Le menu est grand. On ne veut pas faire une indigestion. Il y a une possibilité qui s'offre à nous de faire du vrac, mais c'est vraiment un autre game. Les plus petits joueurs, on parle de 100 000, 200 000, 300 000 tonnes. Ce côté, si vous voulez prendre votre micro, on ne vous entend peut-être pas bien. Excusez-moi. Super. Donc, dans une volonté de diversification de nos marchés, on pense au vrac. Ça, c'est une des possibilités, mais c'est une game qui est vraiment différente. C'est une diversification, c'est des producteurs d'électricité, tout ça. Mais ça prend vraiment des gros volumes à les mettre au port. Il y a toute la logistique de transport qui est compliquée. Il y a une réflexion par rapport à ça. En même temps, au niveau de la diversification des produits, il y a la granule, ce qu'on entend parler, beaucoup de la granule noire, qui est intéressante aussi. Mais c'est un mix de technologies. Il y a 3 grandes familles de technologies. On a vu le vapocraquage, on a vu la torréfaction, l'hydrothermal, le procédé hydrothermal. Puis en même temps, il faut vraiment démêler tout ça parce qu'il y a la granule blanche, la brune, la noire et tout ça. Puis dépendamment du niveau de pyrolyse, on va de moins concentré à plus concentré au carbone. Il y a des défis là-dedans parce que tout n'est pas plus simple. C'est que dans le fond, c'est qu'il y a une perte au bilan. Ça fait qu'on perd de la matière première en voulant carboniser, mais il faut récupérer aussi ces gaz-là. Ça fait que c'est tout qu'un défi. Monsieur Côté, je vais vous demander de conclure. On va conclure. Le 15 minutes. Donc, dans le fond, on veut travailler, on ne peut pas travailler en silo. Ça fait que ce qui est important pour nous, c'est de partir des marchés en passant par le fabricant d'équipements, en passant par toute la logistique de transport, nos employés, les gouvernements, les centres. On a des très bons centres de recherche, je pense entre autres à CEREX, FP Innovation. On travaille avec tout ce monde-là pour vraiment faire de ce projet-là un projet rentable. On n'a pas les moyens. Nous, on représente 200 coopérateurs puis à peu près 300 à 400 petits investisseurs. C'est qu'on n'a pas les moyens d'arriver avec quelque chose qui n'est pas rentable. On va être sûr quand on va rentrer là-dedans. Puis au niveau je termine peut-être par une anecdote, c'est important de faire une évaluation du risque pour justement pas bloquer le projet, mais pour le diminuer. Puis toujours prévoir des imprévus. Entre autres, lorsqu'on a parti notre système d'emballage,
il n'y a pas juste les consommateurs qui s'intéressaient à notre granule, il y a aussi les corneilles. C'est qu'en voyant, on avait dessus des couvercles transparents, puis les corneilles voulaient manger nos granules tellement ils les aimaient. Ça fait que ce que ça a fait, ça a fait des trous dans les sacs, ça fait qu'on est obligé de se réajuster rapidement là, pour rendre les sacs opaques et tout ça. Ça fait que bonne chance, Brocoloc.